Je suis éditorialiste au journal Libération. Comme vous le savez, on va parler d'une question qui est un peu vaste dans un temps contraint, mais ça fait partie des exercices. Donc comment on fait en 2027 ? C'est une question qu'on est un certain nombre à se poser. Il y a des réponses qui sont plus ou moins angoissantes, d'autres qui sont un peu plus enthousiasmantes. En tout cas, c'est un vaste sujet dont je suis très content de pouvoir parler ce matin avec Clémentine Autain, donc députée de Seine-Saint-Denis et l'une des cofondatrices du mouvement L'Après, avec Olivier Faure, le député de Seine-et-Marne, récemment réélu à la tête du PS, Aïssa Galmi, qui est secrétaire national adjoint des écologistes, Benjamin Lucas, député des Yvelines, cofondateur du mouvement Génération, et le politiste Rémi Lefebvre, qui, au-delà du fait de bien connaître la gauche en général, le PS en particulier, et d'avoir un regard souvent aiguisé sur les différents dispositifs de type primaire au pluriel. Voilà, on va essayer de déblayer un certain nombre de sujets. On s'inscrit évidemment dans la ligne de traîne de ce qui s'est passé à Bagneux cette semaine, et dans un contexte un peu plus large, où à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, la lucidité oblige à dire que du côté de l'extrême droite, du côté de la droite plus ou moins extrémisée, on est assez clairement en ordre de marche, et qu'en l'état, la présidentielle leur semble plus ou moins promise. En même temps, il n'y a jamais de fatalité en politique tant que l'élection n'a pas eu lieu, tant que la campagne ne s'est pas déroulée. Donc l'enjeu pour la gauche, et les responsables qui sont présents ce matin vous le diront mieux que moi, c'est évidemment d'être au rendez-vous de ce défi, au rendez-vous de ce moment un peu historique, dans un contexte où évidemment voilà, le trumpisme est aux portes de la société française quand elle n'a pas déjà commencé à la gangréner, comme un peu partout en Europe et en Occident plus largement. Donc on le sent bien, la fusion des droites est déjà une réalité qui se concrétise jour après jour, que ce soit par la réception de Jordan Bardella par Nicolas Sarkozy il y a quelques jours, que ce soit par les discours d'un Bruno Retailleau ou d'un Laurent Wauquiez qu'on a de plus en plus de mal à distinguer du Rassemblement national, que ce soit par le fait que voilà, la ligne Bardella est quand même très compatible avec ce qui se fait de plus extrémisé à droite. Donc voilà, au-delà d'une simple aspiration à l'alternance, on sent bien que dans l'élection de 2027, il y a un défi historique qui est d'une autre nature, pour la gauche en premier lieu, dans des vents qui soufflent quand même dans le mauvais sens. Donc je le disais, l'enjeu c'est d'être à la hauteur et d'arriver à dépasser des divisions habituelles, naturelles, légitimes parfois, pour être un petit peu au rendez-vous d'une aspiration dont vous ferez sûrement l'écho, une aspiration unitaire qu'on constate d'à peu près toutes les enquêtes d'opinion. Donc dans ce moment un peu sombre, comme je le disais, il y a eu une éclaircie, parce que peut-être pas tellement plus, mais en tout cas une éclaircie, qui est venue de Bagneux cette semaine, où un certain nombre de nos invités, voire tous, étaient présents à l'invitation de Lucie Castet, et où une petite graine a été posée, une petite graine unitaire. Donc on a envie évidemment de s'appuyer là-dessus sans être absolument béat, c'est-à-dire lucide sur le fait que c'était un moment utile, lucide aussi sur le fait que beaucoup de défis restent à trancher pour que ça se concrétise dans autre chose qu'une promesse. Sur la méthode, moi je vais commencer par leur poser quelques questions pendant pas trop de temps, mais justement pour essayer d'y voir clair sur Bagneux. Après, on vous donnera la parole pendant 45-50 minutes, comme c'est la règle, et une règle vertueuse ici. Et on finira par un petit mot de conclusion pour savoir si, pendant cette heure et demie, on a un petit peu avancé sur le chemin de 2027 avec des perspectives un peu moins angoissantes que celles qui nous animent au quotidien. Donc d'un mot, le serment de Bagneux, comme ces différents protagonistes l'ont appelé, c'est donc un programme commun, un candidat commun pour 2027. Si on s'arrêtait là, ce serait simple. Il reste évidemment les modalités de désignation, le calendrier de désignation, le périmètre de ceux qui veulent y participer et la question du programme. Un choix donc entre mai et octobre 2026, le mode de désignation qui doit être acté d'ici fin 2025, et de septembre à avril, 6 conventions thématiques qui permettront de constituer ce qu'ils ont appelé un socle commun. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une question qui vous est adressée à tous, ce qui est plutôt sympa pour commencer. C'est quel est le principal enseignement de Bagneux, et qu'est-ce qui vous a poussé, j'allais dire, à cette graine de dépassement. Clémentine Autain, je crois que vous aviez un micro à portée de main. Si vous voulez commencer, vous êtes la bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Un vrai plaisir d'être à la Charité d'abord et de vous voir nombreuses et nombreux. Tu as raison. On va tous se lever, ça sera beaucoup plus simple. De vous voir, voilà, je vous vois encore mieux. Toutes et tous nombreux. Effectivement, le 2 juillet, à l'appel de Lucie Castet, je l'ai vu quelque part par là, et je voudrais qu'on l'en remercie toutes et tous très chaleureusement.
Elle a pris ses responsabilités, elle incarne aux yeux des Françaises et des Français ce que nous avons réussi l'année dernière avec le nouveau Front populaire, réunir 9 millions de citoyennes et de citoyens qui sont venus déjouer les pronostics les plus sombres. Et je pense que ce qui s'est joué le 2 juillet est un point de départ, est une lueur dans un ciel de ténèbres. Et je pense que nous enclenchons le seul chemin qui peut nous conduire à la victoire, dans un moment où l'espoir né du nouveau Front populaire s'est fracassé depuis un an, et on voit la reconstitution de deux gauches irréconciliables, de manière d'ailleurs souvent très artificielle, pour servir des ambitions personnelles, pour jouer le coup d'après, souvent, dans un cadre d'esprit de défaite quasiment intériorisé. Et je pense que ce qui s'est passé avec les forces politiques que sont le Parti socialiste, les écologistes, l'après, Debout, Génération, qui ont dit ensemble, nous nous engageons, nous faisons le serment de travailler sur un socle programmatique commun avec une méthode de désignation pour une candidature commune en 2027. C'est un point de départ qui est absolument immense. Alors moi, je vais aller tout de suite dans le dur du sujet, parce qu'on peut se féliciter, et il faut se féliciter de ce tournant, de ce point de départ. Mais on a une immense difficulté, et cette difficulté, pour moi, c'est le scepticisme autour de cette initiative, l'intériorisation de l'esprit de défaite, le cynisme parfois, voire la mélancolie qui peut gagner la gauche, qui est une maladie qu'on connaît bien à gauche, et qui fait qu'au fond, ce qu'on a à soulever, c'est-à-dire déjouer le scénario de deux gauches irréconciliables, avec non pas à la clé deux candidatures, parce que si vous avez Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, vous aurez une candidature écolo, puis vous aurez une candidature communiste, puis pourquoi pas une cinquième au point où on est, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et ça, à la fin, c'est la défaite assurée. Assurée. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est mettre en mouvement le peuple de gauche. Et je crois que seule l'union, la promesse d'union, est celle qui peut permettre de nous remettre en mouvement. Mais la condition, c'est que chacune et chacun ici, ce n'est pas simplement les partis politiques, nous on a pris nos responsabilités. Mais maintenant, il faut que ça s'entende. Il faut que le sondage qu'a fait Regard avec Harris Interactive, qui donne à voir que 8 Français qui se sentent de gauche sur 10 veulent l'union à gauche, il faut que cela se matérialise dans les initiatives que nous allons déployer à partir de la rentrée. Ça ne va pas être simplement des réunions toutes les semaines d'état-major, on va se déployer avec des conventions sur le terrain, avec des réunions inversées qui commenceront par les propos des citoyennes et des habitants que nous rencontrerons dans les territoires. Il faut qu'à ce moment-là, la caisse de résonance soit très forte, que la mobilisation soit très forte, et que la conviction de toutes celles et ceux qui savent que nous n'avons pas le droit d'échouer. Est-ce que vous imaginez 3 secondes si nous perdons le temps, si nous imaginons que 2027 sera le moment de chacun poser ses pions pour savoir lequel va battre l'autre, etc. En fait, ce n'est pas possible cette affaire. Aucun parti politique n'aura l'hégémonie d'ici à 2027. Aucune personnalité ne plie le match aujourd'hui et peut dire tout le monde derrière moi. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas, ça n'arrivera pas. Donc soit on prend le chemin de l'union, c'est-à-dire le respect de tout le monde, et le fait de dégager une personnalité qui incarnera le tout, et nous avons alors une chance de gagner, ou alors c'est plié. Et je terminerai juste en disant que nous n'avons pas le temps, et que ce qui doit, ça vient d'ici, du ventre, ce qui doit nous mobiliser. Il faut penser à ce qui se passe. Est-ce que vous croyez qu'on a le temps quand on voit le carnage du climat aujourd'hui ? Et nous, on est là avec nos salades pour savoir si on est en désaccord avec tel ou tel, ou à commenter l'insulte de tel à tel autre, et l'autre insulte en réponse à tel ou tel autre. C'est insupportable. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, chez les Français, le reste à vivre, le 10 du mois, c'est 100 €. 100 €. D'accord ? C'est pas possible, ça. Il faut qu'on agisse. Quand vous voyez, après Aboubacar Cissé, qui a été assassiné, il y a un rapport qui est tombé de Mediapart sur la haine des musulmans. C'est intenable cette situation. Et c'est intenable de savoir aussi que l'antisémitisme aujourd'hui est en recrudescence. Si nous, on n'est pas là pour combattre tous ces racismes, qui va le faire ? Qui va le faire ?
Donc il faut arrêter le jeu des 7 différences, se mettre en mouvement, et on a besoin de vous toutes et tous, de la société civile, des citoyennes et des citoyens, parce que les partis doivent enclencher le mouvement, mais c'est nous toutes et tous qui sommes responsables pour déjouer un scénario de la défaite, et ceux qui ne croient pas à la victoire sont priés de ne pas déranger ceux qui y croient. Je vous en remercie. Peut-être Olivier Faure, je pense que c'est bien de passer par vous dès maintenant, parce que j'allais dire, la situation n'est pas toujours simple dans la vie quotidienne au Parti socialiste. Est-ce qu'une partie de ce qu'a pu décrire Clémentine Autain fait partie des discussions quotidiennes, voire des prises de parole un peu tapageuses? C'est quoi votre option? C'est d'avancer en mode un peu rouleau compresseur et ils finiront bien par suivre? Comment est-ce qu'on gère en fait le fait que dans sa propre famille politique, on ait des gens qui ne s'inscrivent pas exactement dans cette démarche unitaire, voire qui sont un petit peu des empêcheurs de s'unifier en rond? Merci de cette... On parlera de Raphaël Glucksmann juste après. Hein. C'est bon. Bon, merci pour cette question pas du tout polémique. Assez réaliste en même temps. Et assez réaliste. Bon, d'abord dire pourquoi nous étions ensemble à Bagneux. Parce que si nous étions là-bas, ça n'était pas simplement parce qu'on s'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a humainement des liens qui ont été tissés depuis longtemps entre nous. Mais c'est surtout parce que nous sommes conscients des mêmes enjeux. Les enjeux, ils sont simples, ils sont assez facilement résumables. Nous étions à Bagneux pour ce médecin qui est en burn-out parce qu'il n'arrive plus à faire son travail à l'hôpital public. Nous étions là parce qu'il y a des enseignants qui crient au secours parce qu'ils n'arrivent plus à enseigner et qui ne savent pas comment on gère une classe trop nombreuse avec des enfants que l'on veut inclure et qui malheureusement ne sont pas accompagnés suffisamment. C'est le cas aussi de cet enfant qui pleure à Gaza parce qu'il a perdu ses parents. C'est cette femme qui elle-même est en prison parce qu'elle a enlevé son foulard à Téhéran. Je pourrais faire le tour du monde et le tour de France et rappeler tous ces enjeux dont certains ont été rappelés à l'instant par Clémentine, le réchauffement climatique, mais aussi cet international réactionnaire qui nous fait face avec Donald Trump qui, ce matin, je découvrais qu'il voulait même faire sculpter son visage aux côtés des grands héros des États-Unis et donc avoir maintenant son portrait pour l'éternité dans les roches des Black Hills. Et donc nous en sommes là, et la question qui nous est posée, c'est serons-nous involontairement ou même quasi volontairement co-responsables, le Larsen, co-responsables de ce moment où l'extrême droite peut effectivement gagner le pouvoir en France, comme dans l'ensemble de l'Europe, comme dans une bonne partie du monde. Parce que nous sommes la France et que nous sommes dans un pays qui malheureusement ou heureusement, quand il arrive à élever des principes au rang de l'universel, il est formidable. Quand il peut être l'un des pays qui enchaîne un jeu de dominos successifs qui conduit à ce que l'extrême droite prenne le pouvoir sur le continent et peut-être même sur l'ensemble de l'Occident, là, nous avons une responsabilité extrêmement forte. C'est l'effet papillon. On est dans une salle à la Charité-sur-Loire et on se dit mais au fond, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si nous ne faisons rien ici, alors que nous sommes avec des gens conscients de la responsabilité, alors nous savons qu'à la fin, ça se finira très mal. Et ce très mal peut nous conduire aux pires horreurs, parce que l'histoire n'est pas linéaire, elle ne conduit pas forcément à un progrès humain inéluctable. Nous savons que l'histoire connaît des sacs et des ressacs, et que nous sommes dans une situation où aujourd'hui, nous avons besoin de l'énergie et de la force de chacune et de chacun pour conjurer le pire. Alors, à partir de là, comment est-ce qu'on raisonne? Comment est-ce qu'on fait? Moi, je crois que nous devons non pas chercher, même si je suis le chef d'un parti, nous ne devons pas chercher effectivement l'hégémonie. Ça a été la grande quête de chacune et de chacun pendant des décennies. Qui est hégémonique à gauche? Longtemps, les radicaux l'ont été, puis les communistes, puis les socialistes. Puis, la France insoumise a rêvé de le devenir. Et nous sommes dans une situation où chacun cherche ce talisman,
celui qui permettrait de plier tous les autres à sa propre volonté. Ce chemin-là, je crois qu'il n'existe pas, qu'il n'existe plus, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce qu'il est rare qu'un parti hégémonique se comporte de manière correcte avec ses partenaires. Pour le pire parce que personne ne discipline personne. Et donc la discipline doit venir de nous-mêmes, de notre capacité à comprendre les enjeux et à chercher la façon dont on fabrique de l'unité et à chercher non pas à dire « je veux que ce soit mon parti qui l'emporte sur tous les autres », mais comment est-ce qu'on fait pour bâtir des compromis avec tous les autres et faire en sorte que nous ayons capacité à bâtir un programme de gouvernement qui nous lie pour les 5 prochaines années et permette d'offrir à ce pays l'oxygène dont il a besoin. Alors, pour revenir à la question de Jonathan, évidemment, ce n'est pas toujours simple, et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucune formation politique où ce soit complètement unanime. C'est un fait. Mais moi, ce que je demande à chaque fois à ceux qui s'opposent à ce chemin commun, de nous dire quel est le chemin qu'eux envisagent. Parce qu'il faut une alternative. Moi, je suis prêt à me plier, à raisonner avec d'autres, si on me dit, voilà, il y a un chemin qui conduit à la victoire, qui permet d'éviter ce que je viens de dénoncer comme catastrophe possible. Ce que l'on me répond en général, on me dit, mais tu verras. Tu verras quoi? Tu verras, à un moment, il y a par un espèce de miracle extraordinaire, avec des sondages qui sont prophétiques, qui permettent une autoréalisation, eh bien on commence à 10, puis à 11, puis à 12, puis à 13, et puis à un moment, tu verras, tous les autres se plieront à cette avancée dans les sondages. Et je me dis, mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que l'un d'entre nous va d'un seul coup se révéler, et peut-être faire 10, 11, 12, 13, 14. Et là d'abord, premier raisonnement, je me dis, 11, 12, 13, 14, on l'a déjà vu. Mais 11, 12, 13, 14, ça ne fait pas un second tour d'une élection présidentielle. Enfin, jusqu'à présent, 11, 12, 13, 14, ça ne faisait pas un second tour. Mais surtout, je me dis, d'accord, ok, donc on pourrait avoir une envolée. Mais on a connu déjà ce moment-là en 2022. Et puis même, on l'a connu aussi en 2017. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment, s'envole. Mais s'il s'envole, mais que vous avez 4 ou 5 candidats sur la piste, on sait que, quel que soit l'envol, il n'y a aucune possibilité pour arriver au second tour. Et donc, est-ce qu'on a, à un moment, envie de tirer les leçons de ce que nous avons déjà connu, ou est-ce que nous sommes incapables, pris par nos propres sentiments, nos propres égos, nos propres patriotismes de parti, est-ce qu'on peut s'élever au-delà de notre propre condition, ou est-ce qu'au contraire, on en est totalement prisonnier? Eh bien, ce que je demande aux socialistes, comme je demande à toute la gauche, de Place Publique jusqu'à Debout, c'est de faire en sorte qu'à un moment, on raisonne ensemble et qu'on ait cette capacité à se dire, bon, l'enjeu est tel que le but n'est pas de se dire ce sera moi ou personne, mais de se dire, à un moment, il faudra que nous choisissions le ou la meilleure d'entre nous pour gagner l'élection présidentielle. Le ou la meilleure d'entre nous. Et au jour où nous parlons, personne ne sait qui est le ou la meilleure. Mais ce que je sais déjà, c'est que le ou la meilleure n'est pas celui qui défendra corps et âme son propre précaré. Il sera celui ou celle qui défendra un espace politique et la capacité à l'emporter ensemble. Voilà, et donc je dis à toutes celles et ceux qui veulent s'opposer à ce mouvement, à ce rassemblement, de nous dire par quel chemin ils veulent passer, et s'ils ont un chemin qui est plus optimiste que le nôtre, alors je leur tirerai mon chapeau. Mais pour l'instant, je vous avoue que je ne l'ai pas vu, et donc c'est la raison pour laquelle je tiendrai ce fameux serment de Bagneux. Donc Aïssa Galmi et Benjamin Lucas, je pense que vous partagez le constat pour éviter qu'on ait une succession de satisfaits, qu'on ait un tout petit peu de temps justement pour être sur les questions qui se posent, qui sont donc c'est tout à fait légitime de se réjouir de ce qui s'est passé, mais je pense que l'enjeu c'est comment est-ce qu'on arrive, et que vous arrivez en l'occurrence à dépasser ce qui se projette devant vous.
Donc il y a cette espèce de pression unitaire, en tout cas, qui est assez raccord avec effectivement un certain nombre de sondages, quand on s'intéresse un petit peu à l'aspiration des électeurs de gauche. Tout ça vient heurter un certain nombre de traditions politiques, de volonté des partis d'exister par eux-mêmes, et cette ambition du dépassement portée à l'instant par Clémentine Autain et Olivier Faure. C'est quoi l'urgence après cet acte 1 de Bagneux? L'acte 2, c'est quoi? C'est d'avancer sur le programme, c'est d'arriver à concrétiser pourquoi c'est intéressant d'avoir, au-delà du fait que c'est mieux que la droite et l'extrême droite, au-delà de la nécessité de faire barrage, programmatiquement, comment est-ce que la gauche se réidentifie comme étant une force désirable? Parce que ça, c'est aussi un des écueils de ces dernières années, c'est quand on dit la gauche, on identifie un certain nombre de personnalités. En revanche, voilà, des orientations programmatiques claires et des ambitions de transformation crédibles et désirables, ça laissait un peu plus perplexe. Voilà, donc, vous, alors évidemment ça va être un travail collectif, mais si vous deviez appuyer sur un certain nombre de sujets, vers quoi la gauche doit se tourner et doit marteler, parce qu'il n'y aura pas 100 propositions audibles dans le pays. Aïssa Galmi ou Benjamin Lucas, je vous laisse vous organiser pour savoir qui parle en premier. Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, Olivier, tu as parlé de Donald Trump qui veut sculpter son visage aux côtés des grands hommes américains. Benjamin Lucas me signale qu'il y a des carrières à Mantes-la-Jolie pour nous, dans le futur, si on réussit à faire ce qu'on a fait. Pour répondre à ta question, déjà, assez rapidement, pourquoi on a fait Bagneux? Si j'étais venu vous dire il y a un an qu'il n'y avait pas d'urgence à s'unir, vous m'auriez tous pris pour un fou. Et aujourd'hui, un an plus tard, je ne vois pas ce qui a changé en termes d'urgence face à l'extrême droite. C'est même pire. Clémentine et Olivier ont brillamment rappelé le contexte, des meurtres islamophobes, un génocide à Gaza, un réchauffement climatique qui augmente. Et aujourd'hui, moi je ne vais pas m'adresser particulièrement à celles et ceux qui ne veulent pas s'unir, ou en tout cas qui veulent continuer dans leur couloir, mais globalement, ils prennent une lourde responsabilité par rapport à ce qui se passe, parce qu'on a face à nous, il faut le dire, des fascistes. On voit aux États-Unis aujourd'hui la politique que conduit Donald Trump. Ce sont des expulsions de familles entières, de sans-papiers, mais aussi d'immigrés qui ont des papiers aux États-Unis. C'est une répression des mouvements LGBT, c'est une répression généralisée de tout ce qui représente des minorités ethniques, sexuelles ou religieuses aux États-Unis. C'est ce qui nous attend demain en France si on continue à se compter. Clémentine a parlé du jeu des 7 différences, mais demain, si on continue la même chose à gauche, c'est ce qui nous attend, avec un ministre de l'Intérieur qui déjà ne se cache pas et qui peut dire tranquillement « à bas le voile », qui peut dire tranquillement qu'il y a des gens en France qui régressent vers leurs origines ethniques. Donc là, je pense qu'il parle plutôt des gens comme moi. Et donc, moi, je pense que l'urgence d'aujourd'hui, elle est encore plus prégnante que celle de l'an passé. Et si l'an passé, on avait expliqué à tout le monde qu'il fallait aller aux législatives tous séparés, on aurait eu quasiment 0 député à l'Assemblée nationale de gauche. Et donc aujourd'hui, moi, pour répondre à ta question assez directement de pourquoi on a fait Bagneux, c'est l'urgence antifasciste. C'est le premier réflexe de gauche, authentiquement, qui a eu lieu en 1936, qui a eu lieu à différents moments de l'histoire. Et c'est, j'ai envie de dire, un réflexe limite de survie. De survie pour des familles entières en France qui savent que demain, la politique de l'extrême droite, qu'on soit musulman, qu'on soit LGBT, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit engagé pour le climat, demain c'est une question de survie si l'extrême droite arrive au pouvoir. Et donc, il y a des forces centrifuges à gauche, oui. Il y en a qui se disent effectivement, il y a la théorie, on en a parlé, il y a beaucoup la théorie du ticket à bas coût à l'entrée au second tour. Écoutez, moi je pense que ces gens-là prennent un pari qui est quand même assez dangereux, dans le sens où si on n'accède pas au second tour la prochaine fois, ce sera historique que la gauche sera absente du second tour de la présidentielle pour la 3e fois d'affilée. Et globalement, ça veut dire que si on est absent à la présidentielle au second tour pour la 3e fois d'affilée, il faut le dire, on disparaît du paysage, comme la gauche a disparu en Italie ou ailleurs. Et ça, demain, ça veut dire que le centre, ce sera peut-être Bruno Retailleau. Parce que la gauche aura disparu du paysage, parce qu'on voudra se compter, parce qu'on dira Jean-Luc est à 15, Raphaël est à 14, et globalement le ticket sera bas, mais allons-y et on verra, puisque c'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. Et le serment de Bagneux, c'est de se dire que non. Aujourd'hui, à gauche, il y a urgence à se réunir, parce qu'il y a une urgence climatique, il y a une urgence sociale, il y a un état d'urgence généralisé dans le pays, et que là, il est plus temps de se compter dans le jeu des 7 différences. Donc ça, c'est pour Bagneux. Sur la question programmatique, tu as raison de nous poser la question. Moi, je pense, il s'avère que dans une autre vie, moi j'ai vécu à New York et que Zoran Mamdani est un ami. Pour celles et ceux qui ont suivi la campagne des primaires démocrates à New York, moi je pense que sur la partie programmatique, celle qu'on a entamée dès septembre, je l'espère, avec un micro qui marche. Il marche ? Ah ok, pardon. Avec un micro qui marche, je disais, c'est il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est.
À gauche, moi je le dis, parfois, et moi je prends ma part chez les écologistes, on a peut-être un peu honte de ce qu'on est et on veut apparaître plus crédible d'un point de vue économique, d'un point de vue des propositions qu'on fait. C'est aussi le reproche que j'ai pu faire à un temps dans l'histoire à mes camarades socialistes, mais je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir honte de ce qu'on est à gauche et de proposer véritablement un programme écologiste et de gauche de rupture à des gens qui sont en difficulté. Clémentine l'a rappelé, la fin du mois, elle arrive parfois le 5 du mois. Et donc les gens ne voudront pas des solutions qui apparaissent soit timorées, soit qui font la course avec la droite sur la crédibilité. Et moi je pense qu'il faut qu'on arrête de parler le langage de l'adversaire, voire pire, de l'ennemi politique, c'est-à-dire de la droite et de l'extrême droite, et qu'on se réapproprie nos arguments à gauche sans avoir honte de ce qu'on est. Et toute la question qu'on va avoir dans ces conventions, ces agoras thématiques, c'est de replacer l'agenda d'urgence sociale et écologiste à gauche sans avoir honte de ce qu'on est, sans se soucier de ce que CNews, Marine Le Pen ou je ne sais qui va raconter, ou Bruno Retailleau, et d'y aller de la même manière, j'ai envie de dire, que celles et ceux qui aujourd'hui dominent médiatiquement et politiquement le débat national y vont. Et moi je le dis, il en va quand même de l'avenir de ce qu'on va bâtir. Sincèrement, je n'avais pas prévu de l'aborder, mais Clémentine, tu parles de l'esprit de défaite à gauche. Moi, j'avoue que ça commence un peu à m'énerver, dans le sens où à gauche, on a là un côté un petit peu nostalgique de toute façon, tout est perdu, on est divisé, etc. Ça, il faut qu'on arrête à gauche avec l'esprit de défaite. L'année dernière, quand on a commencé à rédiger le programme du Nouveau Front Populaire avec certains qui sont là aujourd'hui présents, on nous disait qu'il y avait 27 sondages qui nous ont donné perdants. 27 sondages. Et on est arrivé premier. Donc à gauche, il faut quand même qu'on se bouge le cul et qu'on arrête de penser à la défaite en 2027 et à faire des plans sur la comète sur 2032. Il y a 2027 et il y a même les municipales en 2026. Et je ne vois pas pourquoi on laisserait dans des circonscriptions où la gauche est arrivée en tête en 2024, pourquoi on laisserait des villes rester à droite par pure division. Donc voilà, et en plus, je vous le dis, je me replonge un petit peu dans les textes. Et je vais vous livrer une citation du grand Jaurès pour finir. L'histoire nous enseigne la difficulté des grandes tâches, la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Ouais, Benjamin Lucas, une petite question complémentaire, parce que Aïssa Galmi faisait référence justement donc à ce programme du NFP et cet élan du NFP. On peut certes en créditer les partis, mais si ça n'avait été que les partis, le NFP aurait sûrement pas eu ce résultat-là. Donc il y a eu un élan du côté du monde syndical, du monde associatif, de la société civile de gauche. On peut dire que cet élan s'est un petit peu brisé sur la difficulté d'Emmanuel Macron à nommer un représentant du nouveau Front Populaire. Et quand on entend les différents acteurs de ces sphères-là, il y a une forme de frustration et chacun est un petit peu retourné de son côté. Là, on entend dans chacune de vos prises de parole de ces derniers jours et de ce matin l'idée de reconnecter avec ce qu'est la gauche au sens large, qui ne se résume pas à la gauche des partis. Donc voilà, comment tout ça s'articule au-delà de la proclamation ? Comment est-ce qu'on associe des gens qui font la gauche aussi au quotidien, qui parfois d'ailleurs ont un pied dans l'associatif, un pied dans les partis. Comment on fait mieux que d'habitude ? Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi. La dernière fois que j'étais venu ici, c'était pour plaider pour une liste unique aux élections européennes. Et déjà, le débat nous traversait sur l'enjeu unitaire. Je ne dis pas que le temps a été perdu. Nous avons fait la démonstration qu'on le pouvait. Et je vais commencer d'abord par de l'optimisme. Être capable de s'organiser en dehors de l'hégémonie, ça a été très bien dit. La gauche, depuis 40 ans, elle s'est toujours organisée autour d'une hégémonie, même temporaire, des uns sur les autres. Le Parti socialiste, pendant 40 ans, qui n'a pas trop mal organisé les choses, ça a permis la victoire de 81, celle de 97, des grandes avancées sociales. Puis en 2022, l'hégémonie, au lendemain de la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, ça a donné la NUPES. Et nous avons réussi quelque chose d'incroyable dans l'histoire démocratique de notre pays en 2024, c'est d'organiser le rassemblement de la gauche et des écologistes sans l'hégémonie de l'un sur les autres, sans la domination de l'un sur les autres. Il y avait un équilibre, si je puis dire, des forces. Donc ça démontre que nous savons le faire. Ça démontre que nous sommes capables de le faire. Et donc qu'il nous suffit maintenant de le refaire à nouveau. Et je pense que ce qui me rend optimiste, moi, c'est qu'en fait, on n'aura pas le choix. Moi, je mesure, j'étais hier toute la journée dans ma circonscription à Mantes-la-Jolie, qui est une circonscription populaire. L'enjeu de 2027, il est existentiel pour des millions de nos concitoyens. Comme l'enjeu des législatives était existentiel, parce que le sujet là, il n'est pas simplement sur des programmes politiques, je répondrai à la question sur les programmes. Il est culturel, il est civilisationnel. Est-ce que notre démocratie sera toujours telle que nous voulons la connaître après 2027 ? Est-ce que, et moi c'est notre conviction et c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés, est-ce qu'une minute de perdu pour le climat est possible ? Non.
Est-ce que quand l'extrême droite diffuse partout ces thèmes et ces termes et qu'ils sont repris, y compris par ceux au pouvoir, on a le temps et le luxe d'attendre? Non, et donc moi je suis convaincu que à la fin, et plus le temps va avancer, plus nos concitoyens vont nous mettre la pression. Et vous le disiez, la question qui s'est posée avec le nouveau Front Populaire, et je veux saluer moi Lucie Castet, non seulement pour l'initiative de Bagneux, mais aussi pour tout ce qu'elle fait depuis un an à notre service, au service de nos idées. Vous pouvez l'applaudir. Et je disais enjeu existentiel parce qu'on voit, si la France bascule à l'extrême droite, il reste quoi? Ça a été dit et très bien dit juste avant moi. Et aujourd'hui, l'union, c'est pas un totem, l'union, c'est pas un slogan. Pourquoi on a besoin de s'unir? Parce que notre sujet, il est évidemment programmatique. On a réussi en quelques heures à se mettre d'accord sur le programme du nouveau Front Populaire, qu'il faut enrichir, évidemment, avec lequel il faut garder cette filiation dans la volonté de transformation radicale de la société. Mais on peut, et on a en réalité, on en discutait tout à l'heure avec des camarades, les divergences qu'il y a entre nous, et moi je mets tout le monde, et tous ceux qui sont dans le nouveau Front Populaire, elles sont plus faibles que des divergences qui pouvaient exister à l'époque où la gauche a fait le programme commun. Nous sommes dans la Nièvre, quand François Mitterrand fait le programme commun avec les communistes, il y a des différences autrement plus fortes et fondamentales qu'il y en a aujourd'hui entre les différents partis de gauche. Ça relativise aussi nos difficultés programmatiques. Mais l'enjeu de l'union, il est la bataille culturelle que nous avons à mener. Parce que tout ça ne se passe pas en statique. Nous avons en face de nous une extrême droite organisée, puissante à l'échelle internationale. Et vous en avez parlé au début de ces rencontres vendredi soir. Et donc, si nous sommes divisés, nous perdons du temps et de l'énergie à débattre entre nous de ce qui nous distingue, à débattre entre nous de qui est le plus à gauche, le moins à gauche, qui est le plus fidèle au programme, qui est le plus fidèle à ses engagements, qui est le plus crédible pour gouverner, plutôt que de nous concentrer sur la façon dont nous allons convaincre des millions de nos concitoyens que nous sommes l'alternative. Et donc la question qui était posée sur le projet politique, je vais en dire un mot rapidement, il ne s'agit pas là de faire un programme maintenant. Et sur le NFP au-delà des partis. Et sur le NFP au-delà des partis. Oui, c'est évident. Moi j'ai appelé il y a un an à ce qu'on organise une constituante du nouveau Front Populaire. Qu'on fasse pour le nouveau Front Populaire ce qu'on veut faire pour la démocratie. C'est-à-dire que le nouveau Front Populaire, il n'appartient pas à ces partis, même si, et je le dis, je les salue parce que le travail qui a été fait au soir des Européennes, il fallait le faire, et il était précieux. Mais le nouveau Front Populaire, on l'a vu dans nos circonscriptions, il a débordé radicalement, massivement, le cadre de nos appareils politiques. Et donc il appartient à ces millions d'électrices et d'électeurs qui ont décidé de se mobiliser en masse et d'empêcher l'extrême droite de gagner dans notre pays. C'est à eux qu'il appartient, donc il faut leur rendre. Et donc dans les hypothèses de travail qu'on pourrait avoir avec d'autres, il y a cette idée que, à la base, on pourrait faire trancher, et c'est ce que nous proposons d'ailleurs, c'est ça l'intuition de Bagneux quand on parle de démocratie, faire trancher les questions qui finalement traversent la gauche. Comment s'organise-t-on, au-delà des questions électorales, comment s'organise-t-on sur nos territoires, et notamment sur les territoires où il n'y a plus de gauche? Parce que l'extrême droite, elle est partout, et qu'aujourd'hui, il y a des villes, des petites villes et des villes moyennes où on est en difficulté pour avoir des listes de gauche qui simplement vont tenir le drapeau face à l'extrême droite qu'elle s'organise partout. Donc comment s'organise-t-on là où nos forces individuellement sont faibles mais où cumulées elles sont puissantes? Comment enrichit-on notre programme? Nous proposons une clause mieux-disante pour l'enrichir, aller sur des questions qui ont peut-être été pas assez traitées, parce que je le crois, et ça c'est indispensable à mon avis, et c'est une des aspirations du nouveau Front Populaire, on ne gagnera pas et on ne fera pas l'union simplement en se promettant qu'on va réparer les dégâts du macronisme et qu'on va éviter le fascisme. On le fera en se projetant dans le futur, on le fera en ayant des réponses audacieuses. On va être l'année prochaine dans les 90 ans du premier Front Populaire. Quelles sont les nouvelles conquêtes que nous proposons pour le temps libéré? Quelles sont les nouvelles conquêtes que nous proposons pour le féminisme, pour l'antiracisme? Pas simplement pour résister à la marée montante de l'extrême droite, mais pour proposer des alternatives concrètes. Quelles sont, j'ai vu que vous aviez eu un débat avec Pierre Jouvet sur l'intelligence artificielle. Quelles sont les conquêtes que nous proposons pour maîtriser de façon démocratique l'intelligence artificielle, qui est un vrai sujet? Et donc effectivement, on ne peut pas se contenter d'un programme qui soit une succession de slogans. On doit aller très en avant sur ces questions. On combattra l'extrême droite en mettant en face d'elle, et c'est pour ça que nous avons besoin d'être unis, parce que si la cacophonie nuit à la lisibilité de notre message, il faut qu'on mette en face d'elle un projet de société, un idéal, qui montre que nous avons des réponses à la fois aux urgences du quotidien de nos concitoyens, elles sont nombreuses, et qui permettront de relever les grands défis de l'avenir de la nation. Donc moi je crois que effectivement le nouveau Front Populaire ne nous appartient pas, nous en sommes des locataires parmi d'autres, mais que nous avons besoin aujourd'hui effectivement d'aller à la base, d'aller chez celles et ceux qui, dans les partis et en dehors, je ne méprise pas les partis politiques, ils sont précieux, ça transmet de la mémoire, du collectif, je préfère ça aux auto-entrepreneurs type Macron qui ne vivent que d'aventures solitaires, mais construisons cet espace aujourd'hui démocratique, parce qu'à gauche, on ne connaît qu'une méthode pour régler nos désaccords, on ne connaît qu'une méthode pour régler nos différences. Si on veut que ça se passe bien, c'est par la discussion et donc par la démocratie. Rémi Lefebvre, il
il y a une parole lucide et optimiste en disant qu'à gauche, on ne connaît qu'une méthode, parce que je crois qu'il y a quand même plusieurs méthodes qui ont été défendues au sein des différentes forces politiques à Bagneux, plusieurs calendriers, plusieurs périmètres. Enfin voilà, chacun a un petit peu sa petite idée, et c'est sûrement une richesse, mais c'est un petit peu une difficulté aussi à court terme, parce qu'on voit l'objectif, on voit l'horizon, on voit l'urgence, et en même temps, sans rentrer dans la tuyauterie, mais c'est quand même important pour que tout ça se concrétise, il y a un mot qui est prononcé par certains, pas prononcé par d'autres, le mot de primaire, qui semble s'imposer un petit peu comme une évidence, ça c'est mon avis personnel. Comment vous observez beaucoup les processus de désignation, la vie interne des partis, comment est-ce que vous regardez ce qui est en train de naître, et est-ce que vous pensez qu'il faut mettre les pieds dans le plat en assumant qu'il y a une primaire, après à chacun d'être sous la pression unitaire pour y participer ou pas? Bien, bonjour à tous, très heureux d'être là dans cette très belle assemblée. Alors moi, je suis le seul non responsable politique dans cette belle sélection d'intervenants. Donc j'ai participé aussi à Bagneux l'après-midi, puisque pour préciser un peu d'où je parle, donc effectivement, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques, politisé à gauche très clairement, et j'ai produit il y a quelques mois une note sur les scénarios de sélection d'un candidat commun à gauche, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site de Mediapart et bientôt sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Donc moi, en fait, l'idée, c'est à la fois à partir de mes analyses sur la gauche, d'essayer de tracer une voie procédurale. Alors, tu appelles ça la tuyauterie, mais je pense que la tuyauterie, elle est très importante. Très important. Et la tuyauterie, elle est aussi très politique. C'est-à-dire que la question du mode de sélection du candidat, c'est pas simplement une question technique et logistique, c'est une question éminemment politique. Et donc, effectivement, moi, je plaide très clairement pour un processus de primaire ouverte de coalition pour désigner un candidat. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant à Bagneux, c'est qu'à Bagneux, il y avait à la fois les partis politiques, alors pas tous les partis politiques de gauche, mais la société civile. Et aujourd'hui, c'est dans la dialectique de la société civile et des partis politiques qu'il faut appréhender la prochaine échéance présidentielle. Avec très clairement, et je ne suis pas là pour raconter des choses qui vont dans le sens du poil, des partis politiques aujourd'hui qui sont à la fois indispensables, mais qui sont très clairement aujourd'hui des partis peu ancrés dans la société à gauche, des partis faibles. Je le dis ici, il y a plein de responsables de partis politiques, mais il faut le dire, il y a eu des congrès dans les partis politiques ces derniers mois. Il y a, pour les Verts et les les Verts et les socialistes, il y a moins de 50 000 adhérents militants qui ont participé à ces congrès. Dans la société civile, il y a des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui veulent s'engager. Les victoires populaires qui vont vous être présentées suite aux primaires populaires, c'est aujourd'hui 50 000 adhérents actifs. Donc aujourd'hui, il y a très clairement une aspiration à la participation dans la société de gauche qui, effectivement, Clémentine, il y a un esprit de défaite, de mélancolie, mais qui est un peu objectif, parce qu'aujourd'hui, le spectacle qui est donné à gauche, franchement, il n'est pas franchement mobilisateur, il n'est pas forcément source d'espoir, même si effectivement Bagneux, ça aurait pu être mieux, mais c'est quand même quelque chose d'historique. Et historique parce qu'il y a les partis de gauche qui essaient de dépasser leur patriotisme de parti et parce qu'il y a la société civile. Donc moi, je reviens aux primaires. Moi, j'ai écrit un bouquin quand tout le monde était pour les primaires, la primaire socialiste qui a lancé François Hollande. Moi, j'étais contre. J'ai écrit un bouquin qui m'a valu beaucoup de critiques, qui s'appelait La fin du parti militant. Je pense que les primaires, ont beaucoup de défauts. Aujourd'hui, je pense que les primaires, dans le contexte actuel de leadership, d'absence d'hégémonie d'un parti sur d'autres, d'absence de leadership naturel, il faut inventer une nouvelle primaire. C'est-à-dire qu'il faut réinventer l'exercice des primaires. J'ai bien conscience que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques sur ce mode de sélection parce qu'effectivement, il y a des expériences qui ont été traumatiques. Je pense à la primaire Hamon-Valls, notamment de 2017, qui a été effectivement traumatique. Il y a eu plein d'expériences négatives autour des primaires. Les primaires ont beaucoup de défauts, mais les primaires ne conduisent pas forcément à la négativité, ne conduit pas forcément à l'explosion, ne conduit pas forcément à l'autodestruction. Et c'est tout l'enjeu, parce que moi je pense concrètement qu'il n'y a pas d'autre solution, on pourra en discuter. Moi je ne vois pas d'autre solution du point de vue réaliste pour produire un candidat. Alors à moins, Olivier, tu as évoqué les sondages, une primaire
sauvage par les sondages, mais qui serait très destructrice, qui nous amènerait en fait à janvier 2027. Moi, je pense qu'il faut utiliser la primaire à la fois comme un outil de départage, mais très clairement un outil de débordement et de mobilisation, pour justement offrir un débouché à l'aspiration d'action du peuple de gauche et des militants. Alors d'abord dans la phase programmatique, donc ça c'est très important, hein, ne pas demander simplement aux sympathisants de gauche de départager, hein, les sympathisants de gauche, ils ont leur mot à dire dans la phase programmatique, hein, les intellectuels, la société civile, les associations, l'économie sociale et solidaire, les citoyens engagés, mais aussi leur demander de jouer en fait collectif aussi. Hein, et on est en train de réfléchir, par exemple, à des modes de votation et des modes de scrutin qui permettent en fait, notamment le vote par approbation, on pourra en discuter si vous voulez, qui permet finalement de ne pas trop cliver cet exercice des primaires. Et effectivement aussi très important que cette primaire soit un moment de prémobilisation électorale, un moment de réappropriation par les militants, par le peuple de gauche, comme on l'a vu l'an dernier avec le NFP, du processus pour que effectivement on aille voter aux primaires, mais aussi qu'on aille dans les quartiers populaires pour inciter à s'inscrire sur les listes électorales, qu'on organise des bureaux de vote dans les quartiers populaires, etc., etc. Voilà. Alors j'ai bien conscience, et je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de scepticisme encore sur cette question-là, parce qu'effectivement c'est une prise de risque la primaire, mais je pense que de manière pragmatique, il n'y a pas d'autre option, et qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est de faire de ce processus, de réinventer ce processus, d'en faire un processus de politisation, de délibération, de construction aussi d'une équipe de gauche, parce que c'est ça aussi qui est très important. Moi je pense fondamentalement que les divergences programmatiques et idéologiques sont surmontables. Hein, ça a été dit tout à l'heure, elles ne sont pas plus importantes que par le passé. J'ai même tendance à penser l'inverse en fait. Et que c'est effectivement, il y a ce piège de l'élection présidentielle qui est un piège terrible pour la gauche. Hein, la gauche, elle doit toujours affronter cette élection qui est hostile à sa culture politique. Et comme nous, j'allais dire nous gens de gauche, on est attachés aux idées, on bute tout le temps sur cette élection présidentielle. Voilà. Et j'espère qu'on la supprimera, cette élection présidentielle à terme. Mais pour l'instant, il faut franchir l'obstacle. Et l'obstacle, c'est une primaire citoyenne, une primaire de débordement, une primaire de mobilisation. Voilà. Bon, je pense qu'on a déjà fait un premier tour de piste et que ce serait utile et intéressant de vous entendre parce que c'est le principe ici. S'il y a des gens qui ont des questions ou des interpellations ou des commentaires, je vais essayer de faire tourner. Je vais confisquer quelques micros aux intervenants, c'est toujours bien. Hop, un par ici. Bonjour, merci pour vos interventions. Je crois qu'il est relativement évident qu'il nous faut LFI avec nous pour gagner. Donc ma question est la suivante. Comment allez-vous faire techniquement pour que LFI participe à la primaire et en accepte les règles? Merci. Alors je sens que ça se bouscule pour répondre. Non, Clémentine Autain, vous les connaissez bien? Ça me va bien comme question, moi. Moi, je la préciserai je la formulerai un peu différemment. On a besoin de toutes celles et ceux qui se sont reconnus dans la proposition politique de la France Insoumise. C'est un petit peu différent de la direction de la France Insoumise. Évidemment, idéalement, si on a tout le spectre des gauches et des écologistes, nous mettons toutes nos chances d'être au second tour et de pouvoir gagner dans le pays. Mais on peut être ici lucide sur la volonté, en tout cas jusque tard, de la direction de la France Insoumise de ne pas participer ni à une primaire, ni à un cadre de rassemblement. Sans d'ailleurs qu'on comprenne très bien quel est leur chemin vers la victoire. Moi, j'ai toujours pas compris. Je comprends ce qui leur va pas, mais je ne sais pas quel est leur chemin, même imaginaire, fantasmé, de comment ils peuvent arriver à être au second tour et à gagner. Donc, il faut que notre proposition politique collective, elle intègre, elle s'adresse à toute cette partie du peuple de gauche qui a eu un espoir et qui continue même aujourd'hui d'en avoir dans ce que représente la France insoumise. Et ça, c'est un vrai débat qu'on va avoir entre nous à gauche, hein, parce que la question que vous posez aussi, c'est celle du barycentre.
du rassemblement. Et je veux poser ici vraiment quelque chose auquel je tiens, vous le partagez, c'est qu'on aurait tort de se dire, bon, on va prendre ce qui reste de ceux qui sont dans le jeu, et puis on va oublier tous les autres, et on va trouver le barycentre de ce qui reste. Ce qu'il faut, dans notre proposition politique, dans notre projet, notre programme, et dans notre incarnation, c'est être capable de représenter le tout de toute la réalité actuelle de la gauche et des écologistes. C'est ça la clé. Et c'est comme ça qu'on arrivera à emmener. Donc moi, je pense qu'à la fin, si on veut en effet convaincre ou les faire plier, les insoumis, je parle de la direction, mais je parle aussi des militants et des sympathisants, parce que c'est quoi qu'ils nous disent ? Il faut l'entendre, hein. Parce que je ne parle pas de la direction, mais les militants insoumis, ce qu'ils nous disent, c'est leur peur d'être dans une aventure qui se termine comme par le passé à gauche, avec des trahisons. Et ce qui, parfois, crée beaucoup d'attachement à la France insoumise, c'est « mais eux, ils tiennent bon ». Donc, à nous aussi de donner à voir qu'on va tenir bon, qu'on va être capable de transformer en profondeur la société, qu'on va être capable de la démarchandiser, qu'on va se cogner le pouvoir du marché et qu'on va le faire reculer, qu'on va faire reculer la logique de marché, qu'on va être capable de tenir face à toute une série de lobbies. Je pense à la concentration dans les médias. Si on veut le pluralisme dans les médias, il va falloir de la confrontation avec le pouvoir du capital. Si on veut étendre nos services publics, qui est une des clés, l'espace public, hein, comme je l'appelle l'esprit public, si on veut le faire grandir face à la marchandisation du monde, il va falloir de la confrontation. Et cette confrontation, on la gagnera si on est déterminé et aussi si on a de la mobilisation populaire. Parce que pour gagner et pour transformer, il faut que le peuple soit avec nous, soit mobilisé. Donc moi je dis, la clé, c'est de faire grandir ce qu'on propose et d'avoir en tête que nous devons à la fin rassembler tout le peuple de gauche et des écologistes. Et ça, avec ça, moi je vous dis, non seulement on peut aller au second tour, mais on peut gagner. Je terminerai sur ce mot parce que moi j'ai fait 35 villes et villages depuis le mois de mars. Je me suis beaucoup promenée. Et j'ai entendu à la fois l'angoisse des militants, et alors en particulier dans les territoires ruraux, parce que l'extrême droite, ils la voient super bien. Hein, vraiment, c'est très proche, très angoissant. Mais j'ai vu aussi l'énergie incroyable qui existe dans cette société de gens qui ne sont pas du tout trumpisés dans leur cerveau et qui pensent que la logique du partage, de la mise en commun, les valeurs et les principes, j'aime pas trop les valeurs, mais les principes humanistes, les principes écologistes. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui y croient, qui le mettent en œuvre, il y a du déjà là. Eh bien, il faut s'appuyer sur ces énergies qui existent, les fédérer, les faire grandir et donc accepter, nous, avec les partis qu'on représente, et je partage ce qu'a dit Rémi, c'est tout petit, hein. Donc il faut accepter qu'on soit dépassé, débordé par le mouvement de la société, que le peuple de gauche en entier vienne dans nos salles et bouscule le scénario de la défaite qui est en train aujourd'hui de s'installer. Bon, okay, un tout petit point de méthode juste. Hein. On va essayer d'avoir le maximum de questions. Donc c'est vrai que quand les réponses ont tendance à tout englober, ça coupe un peu l'herbe sous le pied des autres questions. Donc je pense que et si à la fin il y aura un mot de conclusion, donc tout ce qui n'a pas pu être dit, ce sera l'occasion de le fourguer de façon assez concise. Mais là je pense que si on reste sur les questions avec des réponses qui y répondent, ce sera bien. À vous, monsieur. Oui, Emmanuel, moi je suis militant, j'anime en partie le collectif sur la Saône-et-Loire de la première circonscription et je suis élu local et merci pour toute l'énergie que vous nous donnez ce matin, mais malheureusement c'est très très dissonant avec ce que je vis. Nous essayons de faire des réunions de la NFP sur notre circonscription et malheureusement on se heurte, et ça a été dit tout à l'heure, au calendrier électoral qui fait que nous allons avoir des municipales avant les présidentielles et que j'ai quitté mes amis avec une annonce de 4 listes de gauche dans une ville de 39 000 habitants avec une grosse régression puisqu'il y avait une liste unique à Mâcon en 2020 et que nous avions réussi à avoir des binômes unitaires dès le premier tour pour les départementales. Moi je suis très très inquiet par rapport aux municipales parce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie dans la division. Voilà, j'attends que vous me donniez une réponse très très concrète pour revenir avec beaucoup d'énergie dès le mois de septembre. Je vais juste un tout petit peu au fond parce que j'ai l'impression de me concentrer là-dessus. J'ai vu des bras levés.
Allez à droite. Bonjour, moi je me pose une question. Pourquoi pas transformer le NFP dans un parti, de façon à ce que pouvoir communiquer ensemble tout le temps, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau départemental, que ce soit après au niveau national, et c'est comme ça qu'on aura un parti. C'est un peu ça, c'est chercher des idées, des solutions aux problématiques que nous pose la société, dans un premier temps, puis après c'est à trouver des candidats en interne, et ça éviterait peut-être aussi le sujet des primaires. Oui, bonjour. Est-ce que la logique d'unité nationale est-elle compatible avec les jeux d'acteurs locaux et comment appréhendez-vous les territoires qui ne vous sont pas favorables et ceux qui s'abstiennent? Merci. Oui, bonjour. J'ai une question pour Rémi Lefebvre. Moi, je suis là. J'étais très investi dans la primaire populaire. Je vois Samuel Gribowski, il y avait Mathilde Imer ici aussi au Festival des idées. Donc je reprends ma question, c'est la primaire populaire n'a pas fonctionné du fait du non-soutien des partis. Est-ce que ça marchera mieux en 2027 ? Ça marche, oui. Alors, juste, moi, je voudrais rebondir sur cette question du NFP, pourquoi on ne crée pas un parti. Bon, là, pour moi, très clairement, à terme, il faudra des recompositions partisanes à gauche. Il faudra faire des congrès de Tours à l'envers, il faudra des congrès d'Épinay. Très franchement, je suis spécialiste des partis, il faut être très clair. Aujourd'hui, personne pense à ça, mais il faudra dépasser... Moi, je crois aux partis, mais la fragmentation partisane aujourd'hui, elle est catastrophique. Et elle risque très clairement. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de fragmentation qui fait que la gauche ne renvoie que l'image de la division, qu'aujourd'hui, les patriotismes de partis, très clairement, qui vont être exacerbés par les municipales, parce que, évidemment, en plus, les partis politiques sont des partis d'élus locaux aujourd'hui essentiellement, donc ils défendent leurs intérêts territoriaux. Il faudra à un moment donné que cette question de la recomposition partisane soit discutée. On a atteint un niveau d'atomisation partisane en France à gauche qui n'est pas compatible avec aussi le travail politique et idéologique et culturel qu'il faut mener. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et effectivement, cette question-là, alors peut-être que ce n'est pas la question des mois qui viennent, parce que ça ne se fera pas dans les mois qui viennent, évidemment, mais cet horizon-là, il faut à mon avis l'avoir à l'esprit. Alors sur la primaire populaire, justement, moi j'ai étudié la primaire populaire. La primaire populaire, je le rappelle, ça a été une espèce de contournement des partis politiques, et donc qui était intéressante et à la fois un peu bricolée, un peu maladroite, en gros, avec souvenez-vous, des candidats qui étaient candidats sans vouloir l'être. Bon. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où les partis politiques sont prêts peut-être à se lancer dans un processus commun qui peut mobiliser la société civile. Donc moi, je pense que la primaire que j'appelle de mes voeux, c'est une primaire, c'est un mélange entre une primaire de coalition et la primaire populaire. C'est-à-dire garder l'esprit de la primaire populaire, c'est-à-dire l'ouverture sur la société civile, et aussi mobiliser l'expertise de la primaire populaire, qui a quand même été un défi logistique important. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu 450 000 participants à la primaire populaire. Donc c'est non négligeable, mais avec le soutien des partis politiques. Et j'ai l'impression qu'en fait les deux camps se sont rapprochés l'un de l'autre. La primaire populaire et les artisans de la primaire populaire ont essayé de s'acculturer aux partis, et inversement, aujourd'hui, les partis politiques savent qu'ils ne peuvent pas faire l'économie de la société civile. Moi, j'ai une question là, qui est directe et qui est en particulier pour Clémentine, Aïssa, Olivier et Benjamin, justement à propos de la primaire populaire. Donc en 2022, l'essai-erreur de la primaire populaire de 2022, est-ce que c'est une base coopérationnelle pour vous quatre, là, pour 2027? Merci. Oui, bonjour. Déjà, merci de vous être réunis à Bagneux et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à être ensemble et qu'on aura une vraie union de la gauche. Merci à Lucie aussi pour tout ce qu'elle a fait pendant cette année et ce qu'elle a fait l'année dernière.
Moi, je suis très contente de l'union, je suis très contente du fait qu'on lutte contre le RN, et effectivement, le RN est un vrai problème et un danger pour notre société et pour le vivre ensemble, et pour ce que la France représente avec les droits de l'homme et tout ça. Mais je pense qu'on ne peut pas passer notre temps à parler du RN. C'est-à-dire que quelque part, on est là à dire c'est où le RN ou nous. C'est-à-dire qu'en face, il y aura un Philippe, un Attal, un Darmanin, un Retailleau, et puis après, c'est ou nous ou le RN. Je pense que les deux sont dangereux. Et quand on voit ce qu'est devenu aujourd'hui la droite, et quand on voit que finalement au sein d'un gouvernement modéré à la base, puisque Bayrou c'est le MoDem, que Macron c'est le centre droit, enfin de ce qui se dit, on a quand même des gens comme Retailleau, et que finalement même Darmanin, ils font un peu la même chose que ce que fait le RN. Donc les deux sont dangereux, et je pense que, je crois qu'il est plus utile de se battre en mettant en avant nos idées, nos positionnements, ce qu'on peut apporter à la société française, plutôt que de se battre en mettant toujours en avant ce que fait le Front National, parce que finalement, pendant ce temps, on parle d'eux, eux, ils n'ont rien à faire, et on met en avant leurs idées. Voilà. Donc ça, c'était juste une réflexion. Et puis après, moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à toutes ces personnes qui sont allées voter je vais être un peu dur, qui sont allées voter aux législatives il n'y a pas si longtemps que ça, pour rien, parce que la gauche n'a pas été en poste, mais aussi qui se disent finalement ce sont juste des jeux d'appareil pour gagner des élections, parce que finalement il ne s'est rien passé entre les législatives et l'unité, elle revient maintenant pour les élections. Donc on a beaucoup de gens face à nous qui se disent, de toute façon, oui, la gauche, elle s'unit, mais juste pour des histoires d'appareils, pour des histoires de postes et pour ses propres intérêts. Donc qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Peut-être qu'on va répondre à cette question-là avant d'en prendre d'autres, parce qu'elle m'apparaît assez centrale. Encore une fois, on revient à l'idée de, au-delà du barrage, au-delà de la circonstance, qu'est-ce que la gauche a à dire à tous ces gens qui croient en elle ? Alors, j'entends la frustration, et les responsables politiques, ils vivent en société, ils ne sont pas étrangers à ces frustrations. Par contre, je mets en garde, y compris à gauche là aussi, de dire que les élections de l'année dernière n'ont servi à rien. Moi, personnellement, je trouve quand même que d'avoir empêché Jordan Bardella d'accéder à Matignon, c'est un résultat non négligeable. Donc pour le coup, très sincèrement, alors encore une fois, c'est peut-être un truc en réaction, en contre, mais franchement, vu ce que ça donne, Bayrou à Matignon, moi je vous laisse imaginer ce que ça aurait donné un an de Bardella à Matignon. Donc ça, c'est un résultat non négligeable. Pour le reste, moi que dire, je mets en garde aussi sur ce qu'on raconte sur les partis, c'est aussi ce qu'on raconte sur la société. Les partis, ils répondent aussi à une aspiration. Parfois, ils n'y répondent pas et ils sont sanctionnés dans les urnes. Mais si la gauche est divisée, c'est aussi parce que l'électorat de gauche est divisé. Et demain, on a posé la question. Moi, je ne suis pas certain qu'un parti du NFP soit une bonne idée. Parce que pour le coup, effectivement, il y a des divergences. Et de les mettre sous le tapis et de dire on fera tout sous la même organisation, sincèrement, je ne suis pas certain que les électeurs s'y reconnaissent et nous donneraient quitus d'avoir organisé quelque chose de manière unitaire. Mais moi, c'est à la jeune femme qui a parlé de l'abstention des territoires ruraux que je veux répondre. La réalité, c'est que tu as parfaitement raison sur un point, c'est que là où la gauche, le reflux, c'est le plus observé, c'est dans ces territoires-là. Et pour le coup, là où je peux rejoindre sur le plan purement électoral une des stratégies de la France Insoumise, c'est de dire que c'est là aussi, et pas seulement, mais c'est là aussi qu'il y a des gens à aller chercher. Franchement, et en plus je parle dans une terre qui a été historiquement de gauche, l'ancien député Christian Paul, dans une terre qui a représenté quelque chose historiquement dans le socialisme, c'est aussi le recul du Parti socialiste dans ces zones-là, qui était en capacité de parler à certaines franges de la population qu'on observe. Et il faut se poser la question aussi, dans ces territoires-là, pourquoi depuis 2012, pardon de le rappeler, mais le quinquennat de François Hollande a organisé le reflux généralisé de la gauche dans des coins où on était présent. Et aujourd'hui, on a complètement disparu de la carte. Aussi, on a disparu de la carte de ces territoires-là aussi, parce que franchement, à gauche, et moi je ne pointe personne du doigt, franchement, moi je suis d'un parti qui a pu commettre des erreurs dans le passé, mais il est temps quand même qu'on apprenne des erreurs du passé et qu'on les refasse pas. Et je vais faire le lien, pardon, j'ai déjà été trop long, avec la question sur les victoires populaires. Moi je m'en sers comme base, je ne vais pas dire comme contre-exemple, mais un peu. L'idée était belle, ça n'a pas marché parce qu'on voit bien quand même que les partis, c'est pas la panacée, mais quand tu organises quelque chose d'électoral sans les partis, ça ne peut pas marcher. Et moi, je veux bien qu'on nous fasse tous les reproches du monde, et sincèrement, moi, je les prends avec humilité, parce qu'on a toutes les raisons d'être humble, comme l'a rappelé certaines et certains, vu ce qu'on pèse aujourd'hui. Mais quand il y a une dissolution,
bah pardon, mais on se tourne vers les partis pour aller dans les 577 circonscriptions, déployer des moyens financiers et présenter des candidats. Donc au contraire, moi je pense qu'il faut renforcer les partis. Et là, pour le coup, moi je rejoins ce que Clémentine a dit. Nous, on demande qu'à être débordés par la société civile, par les syndicats, par les associations. Et pour le coup, moi je me souviendrai toute ma vie d'un truc. Quand on était en train de rédiger le programme l'an passé, c'était parce qu'on l'a fait sous la pression de la rue, qui nous disait ne nous trahissez pas, qu'à un moment donné, bah, on se pose des bonnes questions. Voilà. Juste une petite question complémentaire pour Olivier Faure là-dessus, parce que c'est quelque chose évidemment qui plane depuis maintenant longtemps, sur lequel vous vous êtes exprimé régulièrement, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut démontrer, c'est-à-dire que quand la gauche exerce le pouvoir, elle est vraiment de gauche. C'est quelque chose avec lequel le Parti socialiste doit vivre et qu'il s'efforce d'affirmer qu'il a dépassé. Mais voilà, on voudrait vous entendre là-dessus, sur cette idée que c'est pas l'éternel recommencement de si on est de gauche, ah bah pas tellement une fois qu'on est au pouvoir. Donc voilà, ce serait bien de vous entendre. Dois-je comprendre à vos applaudissements que vous partagez ce que vient de dire Jonathan Boucher-Petersen? Bon. Alors, c'est vrai que la gauche au pouvoir, c'est toujours une vraie difficulté. On est confronté au réel. Le réel, c'est quand on se cogne. Et vous m'avez entendu souvent dire ce que je pensais de François Hollande. J'ai fait de l'inventaire de cette période-là. Ça m'a valu quelques ennuis, qui ont été d'ailleurs récurrents, et l'une des raisons pour lesquelles le Parti socialiste revit des congrès qui sont tous une forme de dramaturgie récurrente est liée au fait qu'à un moment, effectivement, j'ai fait le choix de dire que ce qui avait été fait pendant ce quinquennat-là n'était pas exactement ce pourquoi nous étions attendus. Et que le problème de la gauche, le problème du PS, c'est de renouer avec la confiance des Françaises et des Français. Est-ce qu'on peut faire confiance à la gauche ou pas? Alors je vous raconte une histoire. Une histoire que j'ai souvent racontée au sein du PS pour leur faire comprendre ce qui nous manquait. Un jour, il y a déjà quelques années, je monte dans un train à une époque où peu de gens savaient me reconnaître. Et je vois là un monsieur qui me dit « Mais vous ne seriez pas Olivier Faure ?» Mais tellement heureux. Vous m'avez reconnu. Je suis Olivier Faure pour vous servir. Et là, il me dit, mais vous savez que je vous aime bien. Alors là, je n'en peux plus. J'ai envie de l'embrasser sur la bouche. J'ai envie de lui dire, monsieur, mais vous êtes le premier, mais j'espère que vous serez demain très nombreux comme vous à me dire que... Donc asseyez-vous, venez parler avec moi. Et là, s'ensuit une longue discussion où il me pose des questions sur tous les sujets de la Terre, les services publics, le monde, l'Europe, tout. Il me dit, mais c'est incroyable. Je partage tout ce que vous me dites. Alors, je dis, mais monsieur, ne changez rien. C'est pas la peine, restons-en là. Et là, il me dit, j'ai une dernière question à vous poser. Et là, je me dis, waouh, alors là, ça va être dur. Et j'avais raison de me méfier. Il me dit, mais est-ce que je peux vous faire confiance ? Et là, je lui dis, monsieur, c'est la seule question à laquelle je ne peux pas vous répondre. Parce que bien sûr, je vais vous dire, faites-moi confiance. Mais vous n'en aurez aucune preuve. Alors, peut-être que la seule chose que je puisse faire pour vous convaincre, c'est d'être constant et de vous montrer à travers le temps que je ne change pas d'avis. Eh bien, ça fait 7 ans que je suis premier secrétaire, ça fait 7 ans que je dis que je suis pour l'unité de la gauche, ça fait 7 ans que je veux que nous puissions construire une offre collective parce que je crois que la victoire est possible à cette seule condition. Voilà comment je pense que nous pourrons renouer la confiance et voilà ce qui me distingue aussi de François Hollande. Madame. Oui, donc bonjour, Maria, je suis à Nouvelle-Donne, donc ça tombe bien. Parce qu'en effet, si vous commencez à mettre en pratique, c'est ce que vous avez dit à Bagneux, ça serait déjà bien. Parce que par exemple, Nouvelle-Donne, mais ce n'est pas la seule, ça fait des années, NUPES, NFP, qui proposent de faire les choses que vous avez statuées à Bagneux. Mais franchement, c'est toujours les logiques des décisions du BN d'en haut qui primait. Donc c'est plutôt à partir d'en bas, c'est ça justement, de manière horizontale, en prenant en compte tout le monde qui participe à votre travail. Et donc ça se verra si concrètement vous le réalisez déjà à partir de la rentrée, je veux bien. Vous avez tous reçu les manifestos qui étaient faits dans le cadre de l'archipel. L'archipel, il y a des gens qui de vous déjà y participent.
Et vous savez bien qu'il y a des solutions et on a des choses de qui être fiers. Mais tout le monde, que vous prenez en compte vraiment dans tout le monde, évidemment. Un programme en équipe et évidemment un représentant. Et je suis d'accord avec vous, moi je viens de l'Italie, il y a eu pas mal de choses qui sont essayées sur la façon de voter, non seulement les primaires, il y a différentes manières. Donc si vous prenez en compte ce que ça a fait comme travail collectif, je pense que ça sera bien avancé, parce que c'est ce qu'on risque, que chacun est pour soi, pour prendre le remboursement, c'est ce qui se passe en Italie. Beaucoup de réalités pour proposer quelque chose et après chacun se prend le remboursement. Donc c'est un processus de décision et à la fin, ça sera le naturel résultat de ce qu'on a fait tous ensemble dans le processus. C'est ça ce que vous dites, vous, en effet. Et cette participation, je trouve, de mise en œuvre, ça déclenche une énergie intéressante par rapport à l'énergie tout négative qu'il y a dans le monde. Donc, mettre les gens à changer le monde, c'est une énergie beaucoup meilleure de tout ce qu'il y a tout autour. Donc, voilà, moi, c'est concrètement, mettez en pratique. Concrètement, mettez en pratique, pas tout seul, pas dans les logiques des partis, dans les logiques de prendre en compte tout le monde. Et évidemment, les municipales, c'est une occasion qui nous attend pour faire mieux. On va prendre 2-3 questions à la volée. Après, j'ai Christian Paul qui m'a rappelé à l'ordre. Donc, on va être sur les 3-4 dernières questions parce qu'on est tenu par le timing. Monsieur au fond. Donc, le jeune homme, monsieur. C'est bon, ça fonctionne. La gauche, elle marche toujours sur deux jambes à la fois. Donc là, c'est l'objet de la table ronde sur la stratégie. Il y aura la table ronde d'après plutôt sur le programme et les immenses défis qui sont devant nous, que ce soit sur l'école, sur les services publics, sur l'écologie évidemment, sur le travail. Les jeunes de nos organisations respectives, et chez lui Rémi Bousmar, président des Jeunes Socialistes qui est dans la salle, ont lancé une initiative hier. Donc, comment est-ce que vous appréhendez ça suite à Bagneux et pour la suite de la construction? Et ensuite la gauche, c'est évidemment, et je m'inscris dans les propos de la camarade italienne juste avant, c'est toujours du global au local, du local au global. Donc vous avez commencé à aborder le sujet des municipales, et est-ce que d'ores et déjà, avec aussi nos partis frères dans les autres pays européens qui rencontrent les mêmes difficultés que nous face à l'international réactionnaire, et a fortiori, on le voit en Hongrie, où certains ici ont pu participer à la marche des fiertés, en Allemagne avec la montée de l'AfD, comment est-ce que aussi ce qu'on crée en France, ce qu'on essaye de créer en France, ce qu'on a fait en France l'été dernier, peut éventuellement essaimer, et est-ce qu'à l'inverse, on a des exemples aussi européens qui nous viennent pour montrer quel est le chemin à suivre et quels sont les chemins à ne pas suivre? Bonjour. On a parlé beaucoup de division entre certains partis dans certaines communes. L'échéance qui nous attend, c'est d'abord 2026. À Clamart, Hauts-de-Seine, nous avons une liste à peu près commune de toutes les sensibilités. Donc c'est possible. Et il faut absolument pousser dans le sens que dans la majorité des communes, des listes ouvertes aux citoyens, on s'appelle Clamart citoyenne, puissent représenter au maximum les gens sur des problèmes locaux qui sont déjà dans la main des maires en fait. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le RN, au fond, il résulte d'une désindustrialisation de la France très forte, où un tas d'industries ont disparu un peu partout dans le territoire, et quand on n'a pas d'emploi, et quand le pouvoir politique ne fait rien, il ne faut pas s'étonner que derrière, le RN monte en flèche. Donc, il faut absolument penser à nos agriculteurs, et penser à réindustrialiser ce pays. Comme je disais, une toute dernière question au fond là-bas, je suis désolé, et après on aura un petit mot de conclusion et on devra rendre. Merci toujours sur cette note d'espoir. Je tenais à donner un exemple local, puisque à Nevers, on est en train de réussir l'union de la gauche. On a le PS, on a les Verts, on a Génération, communiste, et surtout on a beaucoup de citoyens de la société civile qui jouent ce rôle de pression. Alors on n'en avait pas besoin puisqu'on était déjà dans de bonnes dispositions, mais ça aide quand même en permanence de se rappeler pourquoi on le fait, pourquoi on tient, et pourquoi, même s'il peut y avoir ça et là certaines résistances, on maintient le cap. Donc voilà, je voulais donner une note d'espoir sur le fait qu'on est en train d'y arriver à Nevers, et donc c'est possible. Oui. Je voudrais juste... c'est la suite en tant que directeur de cette campagne qui s'appelle Demain Nevers, Wilfried Ségeot sera tête de liste de ce grand rassemblement de la gauche.
on parle beaucoup de 2027, on ne peut pas penser sereinement 2027 si on ne pense pas 2026. Pourquoi ça marche à Nevers? Parce que, les partis politiques et les responsables politiques se parlent et se respectent. Et Johanna, qui est socialiste, et moi qui suis écolo, on se respecte, on veut travailler ensemble. Premièrement. 2, parce qu'on a donné une vraie place à la société civile, à ceux qui ne sont pas encartés. Demain, Nevers, c'est 150 adhérents aujourd'hui, un quart de membres de partis politiques, ça bosse dans les groupes de travail. On a fait 15 jours de porte-à-porte, on a vu plus de 200 personnes à Nevers. Tout le monde est focalisé sur le même objectif. On sait que l'union de la gauche, ça sera la victoire. Et demain, on aura un maire qui s'appelle Wilfried Séjot. Venez nous voir pour cette campagne, suivez ce qu'on fait. On va gagner face à un maire macroniste, Denis Thuriot, qui dit qu'il a inventé le macronisme. Eh bien nous, on va inventer autre chose à Nevers. On va inventer la suite et l'introduction de 2027. Non, donc c'était la dernière question. Non, une dernière question, mais après vous n'aurez pas de réponse, c'est ça qui est dommage. Allez-y. Je voulais pas forcément poser une question. Alors, une interpellation. Ça poursuit les premières. Moi, en tant que citoyenne, j'ai entendu que je me responsabilisais pendant ces 2 jours, que je me responsabilisais vis-à-vis de ma future vie et que j'avais les politiques que je méritais. Donc la première intervention de Clémentine m'a beaucoup interpellée parce que vous avez parlé du fait que vous alliez, et vous l'avez déjà fait, vous promener sur le territoire. Et moi, je voudrais vous dire qu'on vous attend et que pour vous relayer tous, il faut que vous nous fassiez connaître votre méthode. La méthode que nous allons adopter tous ensemble pour pouvoir relayer et accompagner tous vos mouvements sur le territoire. Donc voilà, plus de commentaires, mais c'est très bienvenu que de questions. Comme je sais que c'est un exercice que vous n'allez pas tenir, il nous reste 10 minutes pour avoir un mot de conclusion chacun en essayant d'englober la tonalité de ce qui a été dit et pas forcément de repartir dans une logique de tribune de meeting. Donc peut-être Benjamin Lucas, qui a l'air de très bien comprendre ça puisqu'il hoche la tête, va nous montrer l'exemple. Donc un petit mot de conclusion concis et si possible en résonance avec ce qui a été dit aujourd'hui. Je me suis tenu sage en ne répondant pas à beaucoup de questions. En aucune d'ailleurs. Ce sera la dernière image que vous laisserez aujourd'hui, donc déconnez pas. La sincérité étant la clé de la camaraderie, peut-être apporter 2 nuances, ou en tout cas 2 clarifications avec ce qui a pu être évoqué par mes camarades il y a un instant, en répondant à 2 questions qui ont été posées. D'abord, la première, sur le périmètre de ce processus démocratique que nous voulons construire ensemble. Moi, je le dis très clairement, nous avons besoin de l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué au nouveau Front Populaire dans ce cadre démocratique. De l'ensemble de ceux qui l'ont fait. Société civile, citoyens engagés, associatifs, élus locaux et l'ensemble des formations politiques. Et je le dis, moi je ne mets pas une borne, tu me pardonneras Olivier, de Glucksmann à Ruffin, même si je ne sais pas comment on peut se situer les uns par rapport aux autres sur telle ou telle question, je la mets dans l'ensemble du périmètre du nouveau Front Populaire. Parce que c'est ça qui nous a empêchés, qui nous a permis d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et donc je le dis, ça implique, mais c'est effectivement une discussion que nous devons avoir entre nous, ça implique de dire clairement, moi je souhaite qu'il y ait un candidat ou une candidate insoumis à cette primaire que nous allons organiser entre nous. Et cela implique que, par exemple, comme nous avons fait campagne sur Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre en 2022, tous, qu'on soit amenés, après une primaire et un processus démocratique, ce qui voudrait dire que nos camarades se seraient mis dans ce mode de réflexion que la gauche a un fonctionnement démocratique entre elles pour traiter ses désaccords, de faire la campagne d'un ou d'une insoumise à l'élection présidentielle. Voilà ce que ça implique, et moi je veux le dire clairement, je pense que ils ont besoin aussi. Si nos camarades insoumis qui ont construit une force considérable, je suis du quartier populaire, ils ont ramené aux urnes des millions de nos concitoyens, on ne peut pas passer ça sous silence. La stratégie conditionne souvent les programmes. Si on accepte l'idée qu'il y a 2 gauches irréconciliables, ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'on se coupe d'une partie de la population. Ça accepte l'idée qu'on se coupe d'une partie de celles et ceux qui ont fait émerger une force politique. Je n'ai jamais voté, moi, insoumis pour Jean-Luc Mélenchon, j'en parle très tranquillement, mais je vois la réalité de ce qu'il représente électoralement sur le champ des idées, et je vois la nécessité pour la gauche d'être plurielle, d'être diverse. Je prends la biodiversité, voilà, comme écologiste. Et donc je pense que nous avons besoin de cela. Et je le dis, je pense même que si Jean-Luc venait dans la primaire, il pourrait la gagner peut-être même qu'au second tour de cette primaire, s'il était par exemple, je ne sais pas, face à François Hollande, je voterais peut-être même pour lui.
Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin, quoi qu'il arrive, si on considère qu'on est, je le dis très sérieusement, dans un enjeu existentiel qui implique de mener une bataille culturelle solide face à une extrême droite qui progresse partout, qui a des médias puissants, alors nous avons besoin de faire bloc tous ensemble. Et ça rejoint la deuxième question, qui était celle du parti unique de la gauche. Si je mets une petite nuance, ou bien que quelqu'un mette le pied dans le plat. Je ne sais pas si c'est possible, et je l'ai dit, je crois en la biodiversité. Je pense que nous avons des différences, que nous avons des nuances. C'est l'histoire entière de la gauche. On voit que dans les 90 ans du Front Populaire, il y avait des différences sérieuses au moment du Front Populaire. Dans la gauche plurielle de Lionel Jospin, il y avait des différences sérieuses entre le souverainiste Chevènement et Dominique Voynet, l'écologiste, sur un certain nombre de questions importantes, celle de l'énergie, celle de l'Europe. Et malgré ça, nous avons fait la dernière étape de réduction du temps de travail dans ce pays. Donc si on veut renouer avec de nouvelles conquêtes, il faut la force qui permet de le faire, il faut le cadre de discussion qui permet de le faire. Or, aujourd'hui, ça a été dit, je peux en parler tranquillement, bientôt responsable d'un parti Génération qui n'est pas considéré comme un grand parti, même s'il va le devenir. Mais si nous additionnons nos forces, je termine par ça, je regarde les programmes de nos universités d'été respectives. On y a les mêmes invités, on y aborde les mêmes thèmes, on a souvent les mêmes conclusions à la sortie, puisque nous participons d'ailleurs aux universités d'été des uns et des autres. Pourquoi ne mettrions pas cela en commun? Pourquoi aussi sommes-nous autant déconnectés de la société engagée, des intellectuels, des syndicalistes? Parce que nous n'avons pas créé un outil qui irrigue la société. Et ça rejoint la question qui a été posée de la façon dont nous allons aller dans les territoires perdus, dans les territoires abandonnés, là où il ne reste que le Rassemblement national. Et pour ça, il faut une force, pardon, ce qu'on pouvait appeler jadis un parti de masse. En tout cas, il faut une force qui irrigue la société, qui fait que dans n'importe quel canton de ce pays, dans n'importe quelle ville moyenne ou petite ville, vous avez des militants qui ensemble vont se mobiliser pour aller convaincre, qui sont capables de monter une liste au municipal, qui peut-être ne gagnera pas, mais qui fera que la gauche sera représentée dans un conseil municipal, qu'elle fera entendre sa voix. Et voilà, parce que c'est comme ça, et je termine, c'est comme ça que nous résistons à... Voilà, ils ont le Bolloré. Nous n'avons pas le Bolloré de gauche. Nous avons par contre un immense espoir qui s'est levé en juin et en juillet dernier, de gens qui ont eu la trouille au ventre de voir leur monde, notre monde s'écrouler sous la force de l'extrême droite. Et donc il faut construire le cadre, l'espace de délibération collective, de discussion démocratique, mais aussi de production d'idées. Parce que là aussi, sinon on sera uniquement dans la résistance, dans la volonté de réparer les dégâts du macronisme et d'éviter le pénisme. Or, on doit inventer pour la révolution éducative, pour les services publics, pour les transitions écologiques, les solutions. C'est vrai qu'on comprend qu'à l'Assemblée, parfois, le micro rose. C'est quand même pratique. Allez, c'est fini. Un petit mot de conclusion. On va dire que ça va monter en vertu, au fur et à mesure, j'espère. Forcément plus bref que Benjamin, évidemment. Non, mais pour conclure, je vais faire bref, mais le mot de la fin, pour vous dire, dans le fil rouge de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, le vrai danger, c'est de se résigner. Donc moi, ce que je vous dis, y compris, on a besoin de vous pour ne pas nous résigner nous aussi et nous laisser aller aux vieilles habitudes des partis. Ne nous résignons pas, je rejoins ce qu'a dit la camarade tout à l'heure, tout n'est pas contre le RN, mais quand même, moi, je ne m'habitue pas. J'ai 34 ans, mais j'ai quand même, pour vous dire que la société a basculé, j'ai connu une époque où c'était la honte de dire qu'on votait pour le Rassemblement national. Moi, je refuse une France où c'est normal que le RN, il va au second tour. C'est automatique, ça y est, c'est fini. Je refuse la société. Et donc, quand même, ne nous résignons pas. Hier, en préparant ce que j'allais vous dire, et promis, je conclue là, je me suis mis une petite série que certains ont peut-être regardée, qui s'appelle Years and Years, qui est une série britannique, qui retrace un petit peu le destin d'une famille anglaise et des péripéties politiques. À la fin du premier épisode, Donald Trump, il attaque la Chine avec l'arme nucléaire. Et au début de l'épisode 2, c'est 1 an plus tard, les gens, ils ont quasiment oublié. Et ce qui nous guette là, c'est que les gens oublient et s'accoutument à ce qui se passe. S'accoutument à Bruno Retailleau, s'accoutument à Netanyahu, s'accoutument à Trump, s'accoutument à Attal, à qui vous voulez, et qu'on soit un petit peu dans le poison de la démobilisation. Donc moi, le seul mot de la fin que je veux vous dire, c'est qu'on a besoin de vous pour ne pas se démobiliser. L'enjeu est vraiment trop grand. Et pour le coup, je vous le redis, on a besoin d'être débordé, donc allons-y. Un petit mot. Moi, je pense qu'ensemble, ici, là, ce que nous représentons, nous sommes le cœur battant de la gauche. Donc, il ne faut pas se laisser démoraliser par les absents. Il faut se saisir du cadre qui est mis sur pied depuis le 2 juillet, se l'approprier, le faire grandir et sortir des salades internes de la gauche. Il faut parler du pays et au pays. Ça veut dire enfin, à la fois, moi je pense qu'on n'est pas obligé d'opposer
poser les choses, à la fois de la menace que représente l'extrême droite, de ce que serait concrètement une extrême droite au pouvoir, et mettre sur pied un discours, un récit, des propositions concrètes que les Françaises et les Françaises doivent pouvoir à la fois comprendre, s'approprier et imaginer le chemin que nous leur proposons. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on ait confiance dans notre force. Nous sommes une force, il faut qu'elle se mobilise. Et je terminerai du coup en vous disant que oui, les municipales seront un moment important. 2026, on ne peut pas l'enjamber par rapport à 2027. C'est essentiel, à la fois parce que ce sont des laboratoires d'idées, parce que les Françaises et les Français s'intéressent énormément aux élections municipales, et il a bien raison. Ça fait partie des enjeux de leur quotidien, mais aussi parce que ce doit être un laboratoire d'union. Et donc d'un mot, je dirais, Nevers partout, division nulle part. Bon, pour commencer, deux nuances, et après une conclusion rapide. La première nuance, c'est sur est-ce qu'on peut un jour arriver à former un parti commun? Est-ce qu'il faut préserver la biodiversité? Honnêtement, je suis le dirigeant d'un parti qui connaît assez bien le terme de biodiversité et on est dans le même parti. Je le dis aussi, il fut un temps où le Parti Socialiste, quand il a été capable de réunir l'essentiel de la gauche dans les élections, il était un parti qui allait de Dominique Strauss-Kahn jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Et donc, c'est parfaitement possible d'arriver à faire cohabiter des gens qui ont des sensibilités différentes, mais qui justement se donnent pour mission de parvenir ensemble à ce qu'on a appelé autrefois une synthèse et être capable de gagner une élection présidentielle, des élections législatives et tout le reste. La deuxième nuance, c'est sur le rapport à Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai pas, comme d'autres dans mon propre parti, envie de diaboliser ce qu'est la France Insoumise, ni ce qu'est Jean-Luc Mélenchon. Mais je le dis aussi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est le plus mauvais candidat de gauche pour le second tour de l'élection présidentielle. Parce qu'il est celui qui fédère la droite avec l'extrême droite et qui permet justement d'aboutir à peut-être à ce que l'extrême droite l'emporte très largement et obtienne une légitimité qu'elle n'obtiendrait pas avec un candidat qui serait un candidat qui serait moins diabolisé et qui permettrait moins aux autres droits de se solidariser avec l'extrême droite. Enfin, évidemment, je veux finir avec un mot d'espoir. Je crois à ce que nous avons commencé ensemble le 2 juillet à Bagneux. Je crois que parce que nous allons nous laisser déborder par ce que vous êtes, par toutes celles et ceux qui dans le monde syndical, associatif, les ONG, toutes celles et ceux qui dans le monde intellectuel vont pousser à ce que l'unité existe, nous allons réussir progressivement à ramener celles et ceux qui n'y sont pas. Et je pense aussi qu'il faut laisser la porte ouverte à toutes les candidatures possibles. Moi, je ne sais pas si ce sera un homme ou une femme issu d'un parti politique qui nous représentera à l'élection présidentielle. Je crois simplement à une seule chose, il faudra, le moment venu, choisir celui ou celle qui fédère cet espace, qui fédère la gauche et qui permet demain d'en finir avec l'esprit de défaite et qui permet enfin de renouer avec une gauche désirable, attractive, une gauche qui permet enfin de faire rêver à nouveau et qui rompt avec les politiques conduites depuis ces dernières années. Chers camarades, chers amis, vive la gauche, vive la République et vive la France. Juste très brièvement, parce qu'il y a un débat qui va enchaîner. Je pense qu'il y a deux choses qui sont apparues dans vos questions. C'est des inquiétudes par rapport au périmètre du processus et la question des municipales. Et moi, je pense que par rapport à ça, l'idée de lancer très tôt une dynamique, être exemplaire, il s'est passé quelque chose à Bagneux, et très vite à la rentrée, lancer le débat programmatique, lancer le débat autour du processus de désignation. Moi, je défends la primaire, mais c'est pas encore décidé, la primaire 1, on va discuter la procédure. C'est ça, en fait, qui, petit 1, pourrait emporter les gens qui ne sont pas dans le processus. C'est-à-dire qu'il faut montrer, en fait, aux gens, aux candidats potentiels qui ne sont pas dans le processus, je pense, il y en a plein qui ne sont pas encore dans le processus, que ce processus, que la dynamique, elle est crédible, que la dynamique, elle est mobilisatrice, et c'est à ce moment-là qu'ils prendront le train en chemin, parce que pour l'instant, ils n'y croient pas. Voilà, et donc donnons-leur envie d'y croire. Et puis sur la question des municipales, parce que je vois bien, il y a beaucoup de militants de terrain, beaucoup d'élus
dans la salle. Évidemment, il y a cette inquiétude des municipales, mais c'est pareil. C'est-à-dire que dans les mois qui viennent, les listes aux élections municipales ne sont pas déposées. Donc il faut déjouer le piège de la division. Et donc si une dynamique est lancée, il y aura une injonction au rassemblement. Et c'est cette injonction au rassemblement qui pourra faire que les municipales, au lieu d'être un spectacle de division, ça pourrait être un spectacle de mobilisation et de montrer le rassemblement. Voilà. J'aurais plus tendance à retenir que c'est à chacun d'entre vous, de se saisir de l'élan de Manuel, et puis il y a là, quoi. Merci.